Gérald Darmanin. Bonjour. Vous étiez hier avec le Premier ministre et Bruno Retailleau au chevet des prisons attaquées depuis une dizaine de jours. Voitures dégradées sur des parkings censés être sécurisés, tirs à la Kalachnikov sur la porte de la prison de Toulon, gardiens suivis jusque chez eux, menacés. En France, on n'est pas capable d'assurer la sécurité des agents pénitentiaires ? Alors je fais confiance au ministre de l'Intérieur pour le faire, évidemment, et bien sûr pour très prochainement interpeller tous ceux qui organisent de façon manifestement concertée cette volonté d'intimidation de l'État républicain, de ses agents. Mais je veux voir surtout dans ces actions ignobles contre les agents pénitentiaires, contre les prisons, une réaction extrêmement forte contre ce que nous faisons et qui terrorise manifestement les narcotrafiquants. Vous êtes allé assez vite là-dessus, vous avez tout de suite pointé la main du narcotrafic. Est-ce que vous n'êtes pas allé trop rapidement, parce que l'enquête n'est pas terminée ? Non, vous avez des éléments en ce sens ? Je ne sois allé trop rapidement. Ce que nous faisons depuis le début du mois de janvier, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Nous disons aux narcotrafiquants, il y en a 17 000 pour trafic de stupéfiants, de drogue qui sont dans les prisons françaises. 17 000. Nous disons aux narcotrafiquants qu'on n'aura plus jamais une affaire Amra. C'est-à-dire quelqu'un qui est un narcotrafiquant, qu'on laisse dans une maison d'arrêt classique, qui est surveillé dans un contexte très difficile de surpopulation carcérale et qui à tout moment peut sortir de prison pour aller voir son juge, pour aller chez le médecin et peut faire assassiner des agents pénitentiaires par des balles de Kalachnikov en pleine journée. Et en ce faisant, nous faisons un régime carcéral extrêmement difficile dans les prisons de haute sécurité que nous allons inaugurer le 31 juillet prochain. Et on va en parler en détail. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a un lien entre cette lutte contre le narcotrafic et ce qui se passe en ce moment ? Où vous le voyez, ce lien ? Mais je pense que vous êtes le seul à ne pas le voir, que l'intimidation que subissent ces agents le parquet dit par exemple qu'aucune piste n'est exclue. Oui, mais c'est le travail du parquet de le faire. Moi, j'analyse et je fais de la politique et je constate tous les jours, pour rencontrer tous les jours les agents pénitentiaires, pour être tous les jours sur le terrain, pour être un élu local, le fait qu'il est évident que les narco-bandits essayent de mettre la pression, comme on dit, sur la police, sur les commerçants, sur les élus locaux. Ayant été maire, je sais ce que c'est que d'avoir en face de soi des gens qui vous disent « mettez pas de caméra de vidéosurveillance dans telle rue parce que sinon on va brûler votre voiture, monsieur le maire ». Et pourquoi pas l'ultra-gauche, Gérald Darmanin ? Le sigle DDPF pour défense des droits des prisonniers français, les dégradations, les incendies de voitures, ça ressemble à l'extrême gauche, non ? Il y a même un tag que les enquêteurs ont retrouvé à Angers, écrit en écriture inclusive, soutien au taulards D.E.S. Les narcotrafiquants, ils écrivent en écriture inclusive maintenant. De France Info voient de l'extrême gauche partout. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est un système de narcobandits qui essaye d'intimider la République. Les Français doivent voir que ce que nous faisons est extrêmement dur. Nous créons des prisons de haute sécurité, ça n'a jamais existé en France. Un régime carcéral où les gens vont parler désormais parégiaphone, où ils ne pourront pas rencontrer leur famille, où ils ne pourront pas sortir de leur prison parce que tout sera en visio. C'est un régime à l'italienne pour les mafieux, pour les couper, pour les isoler du monde extérieur. Parce qu'aujourd'hui, dans les prisons françaises, on peut malheureusement continuer à commander des assassinats, commander des points de deal, et nous mettons fin à ça. Pour le narcobandit, c'est la fin sociale de son activité. Bien sûr, mais par exemple, on a vu chez nos confrères du Canard enchaîné qui évoque la piste de l'étranger, peut-être tentative de déstabilisation de la part de la Russie ou de l'Algérie. Vous dites c'est pas possible ? C'est pas parce qu'il y a des gens étrangers qui commettent ce genre de faits que c'est l'étranger qui l'organise. Nous verrons bien, je pense que dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, les services du parquet national antiterroriste. Le parquet national antiterroriste est saisi. Ce ne sont pas des parquets qui, isolément, font des enquêtes. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, puisqu'on attaque les agents pénitentiaires, la République. Le parquet national aura l'occasion de communiquer lorsqu'il aura fait, je l'espère, très prochainement des interpellations. Est-ce que l'enquête patine ? Ça fait plus de 10 jours, Gérald Darmanin. C'est au service du ministère de l'Intérieur qu'il faut poser la question. Moi, j'ai souhaité depuis plusieurs jours, en effet, que des moyens très importants soient mis pour qu'on puisse interpeller des personnes qui s'en prennent aux agents pénitentiaires. Dans les prisons françaises, ça traîne un peu trop. Dans les prisons françaises, il n'y a pas de mutinerie. Dans les prisons françaises, l'ordre difficile, parce que c'est très difficile de gérer des prisons, et les agents pénitentiaires, encore une fois, sont confrontés à la violence, à beaucoup de gens qui sont dans les prisons qui ne devraient pas y être, notamment les malades psychiatriques. Il y a entre 20 et 25% de gens qui ont des troubles psychiatriques en prison, que les agents pénitentiaires gèrent, mais ce n'est pas leur métier. Ils font un travail absolument formidable d'humanité. Il n'y a pas de climat insurrectionnel aujourd'hui, parce que ce qui se passe là, avec ces actes et ces dégradations, c'est aussi la dénonciation d'un certain mal-être en prison, de conditions de détention très difficiles, d'une surpopulation carcérale qu'on n'arrive pas à endiguer. Alors, il y a bien sûr une surpopulation carcérale, et il y a bien sûr des conditions d'indignité dans les prisons, avec 4000 matelas au sol, bien sûr. C'est pour ça que je vais construire en 18 mois 3000 places de prison. Mais d'abord, c'est la fin d'un certain laxisme en prison.
Ce que je mets en place depuis 3 mois au ministère de la Justice, c'est la fin d'un certain laxisme en prison. Et c'est normal qu'il y ait des réactions. Mais constatez que dans les prisons françaises, le calme, mutatis mutandis, est là. C'est à l'extérieur des prisons qu'il y a des problèmes. Alors, à l'extérieur des prisons, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, c'est aux forces de l'ordre d'intervenir. Donc j'espère que dans les prochaines heures, prochains jours, en effet, les moyens mis par le ministre de l'Intérieur permettront d'interpeller toutes ces personnes. Est-ce que vous savez si déjà c'est le cas, ça fait 10 jours, nos auditeurs, ils peuvent se dire... Ça fait quand même 10 jours et pour l'instant, on a l'impression que ça n'avance pas. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Dans les prisons françaises, il n'y a pas de mutinerie, il n'y a pas de problème particulier. J'essaie de protéger mes agents tous les jours. Ils subissent, ces agents pénitentiaires, en effet, des violences inacceptables. Le fait que le parquet national antiterroriste soit saisi est une bonne chose. Le fait que le Premier ministre soit allé hier les rencontrer est une très bonne chose. Maintenant, j'espère, en effet, comme vous, comme les Français, comme les agents pénitentiaires, que les policiers et les gendarmes, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, les interpelleront. Sur le ministre de l'Intérieur. Non, je ne mets pas. Je sais que c'est un métier très difficile d'être ministre de l'Intérieur. Et je sais que rétablir l'ordre, c'est très difficile. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun ses compétences. Oui, mais pour ce qui vous concerne, vous, justement, et c'est le ministre de l'Intérieur qui a des moyens, très rapidement. Je sais, j'imagine qu'il y met beaucoup de moyens pour interpeller ces personnes. Pour ce qui vous concerne, vous, qu'attendez-vous pour nous annoncer de réelles actions visant à protéger le personnel pénitentiaire et leurs familles? C'est ce que vous demandez tout à l'heure sur France Info. Alexandre Cabi, secrétaire général adjoint de l'UFAP, UNSA Justice. Qu'est-ce que vous attendez? Il a parfaitement raison. En même temps, encore une fois, ça fait plusieurs semaines à peine que je suis arrivé place Vendôme, mais la demande première des agents pénitentiaires, c'est l'anonymisation. Aujourd'hui, un agent pénitentiaire, lorsqu'il trouve un téléphone portable dans une cellule, lorsqu'il doit déposer plainte parce qu'un individu a été dangereux, violent avec lui, parce qu'il n'a pas respecté les règles de la prison, il doit mettre son nom, son prénom sur le procès verbal. Et du coup, on le retrouve et on peut le menacer. Et les détenus ont même accès aux fiches d'appel des agents, à des notes de service avec leur nom. Exactement. Ça paraît aberrant, non, quand on sait à quel point ils sont C'est aberrant menacés. Parce que nos prisons et notre administration pénitentiaire, la justice, n'a pas suivi l'évolution de la société et sa violence. Donc oui, c'est aberrant, vous avez parfaitement raison. À peine arrivé place Vendôme, j'ai fait mettre dans la loi, et qui sera votée la semaine prochaine, l'anonymisation pour les agents pénitentiaires. Comme je l'ai fait pour les policiers, c'était pareil avant pour les policiers qui faisaient des enquêtes sur la drogue, ils ne mettront plus leur nom et leur prénom, mais leur numéro de matricule. Ainsi, on pourra toujours retrouver l'agent qui a fait le procès verbal pour l'administration, s'il doit y avoir un contrôle, mais le détenu ne connaîtra plus cette personne. Donc l'anonymisation, qui est une grande revendication des syndicats de la pénitentiaire, qui ont été d'ailleurs extrêmement courageux et républicains dans cette crise que nous connaissons. Moi, je voudrais les saluer, tous autant qu'ils sont, parce qu'ils ont fait preuve d'un grand esprit de la République, et ils savent que si nous faisons ce genre de choses, la dureté contre les narcotrafiquants, c'est en mémoire et en défense de leurs camarades tombés à Incarville il y a 1 an dans l'affaire Amra. Donc ils savent pourquoi nous le faisons. Mais oui, l'anonymisation, c'est dans la loi. La deuxième proposition qui est faite par les syndicats, elle n'est pas consensuelle. C'est ce que des agents pénitentiaires qui sont armés peuvent retourner chez eux armés, pendant leur service. Bon. Je l'ai fait pour les policiers. Les policiers, avant, ils n'avaient pas le droit de le faire. Désormais, quand vous prenez le train, il y a des policiers qui rentrent chez eux et qui ont leur arme sur eux et qui peuvent intervenir. Ça a d'ailleurs évité un certain nombre de drames lorsque j'étais ministre de l'Intérieur. C'est vrai que ça peut poser des questions et tous les syndicats ne sont pas d'accord sur ce qu'a demandé notamment celui que vous avez interrogé ce matin. Donc je vais ouvrir une concertation sur ce point. On pourrait imaginer que les agents pénitentiaires, sur le modèle du volontariat, puissent retourner chez eux avec leur arme. Encore une fois, ce n'est pas forcément consensuel. Le troisième sujet, évidemment, est très important, et jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de priorité d'enquête pour les agents pénitentiaires qui étaient agressés dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle. Ils devaient faire comme tout le monde la queue. Ils doivent aujourd'hui faire la queue à l'hôpital, par exemple, quand ils amènent un détenu qui est malade. Ils attendent 4 heures aux urgences, comme tout le monde, alors qu'ils sont en danger, manifestement. Ils peuvent être pris à partie. Ça, il faut que l'hôpital change ça. Mais il faut aussi que lorsqu'ils déposent plainte, leur plainte soit vue en premier et que eux et leur famille soient protégés en premier. C'est ce que j'ai changé la semaine dernière et tous les procureurs de la République priorisent désormais toutes les plaintes des agents pénitentiaires. Gérald Darmanin, vous nous le disiez au début de cette interview, pour vous, le lien donc entre prison de haute sécurité que vous voulez mettre en place, que vous allez mettre en place, et ces attaques, il est avéré. Est-ce que vous, à un moment donné, vous vous êtes dit, peut-être qu'on pourrait revenir sur cette idée? Et vous plaisantez, ce qui joue, c'est la République. Ce qui joue, c'est le fait que tous les Français voient que la drogue est partout, y compris dans leur village, y compris dans des endroits qui, hier, étaient dépourvus de trafiquants de drogue. Le narco-banditisme... Mais si les attaques continuent, on peut se dire... Mais c'est la République qui doit se défendre. Nous devons interpeller ces personnes, elles iront en prison, et ce régime carcéral existera. Et la prison de Vendin-le-Vieil, aujourd'hui, il y a des travaux, au moment où nous parlons, sera là le 31 juillet prochain, et nous mettrons dans ce régime carcéral les 200 plus gros narcotrafiquants, comme ont fait les Italiens, pour les isoler du reste de la société. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gamins de 14 ans qui sont tueurs à gages. C'est ça la réalité de notre pays. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Vous nous confirmez les dates
pour ces prisons. C'est une donc le fin juillet, une mi-octobre, je crois. Le 31 juillet prochain à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, la première prison de haute sécurité avec les 100 premiers narcotrafiquants sera en fonction. Et le 15 octobre prochain à Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, la deuxième qui permettra de faire donc les 200 premiers narcotrafiquants. L'isolement permanent pour eux. Exactement. Parce que... mais quand même, ça ne peut pas rendre fou quelque part, cet isolement permanent. Ce qui rend fou, c'est la société qui devient folle parce que des gamins de 14 ans sont tués à gages, parce que des innocents... Les prisonniers, ils ont des droits aussi. Les détenus, quand ils ont été condamnés, doivent être respectés dignement. Bien sûr, pas d'actes de torture et de barbarie, parce que nous sommes un grand pays. Mais le premier des droits, c'est la sécurité de nos concitoyens. On ne peut pas faire à longueur de journée la liste des personnes qui ont été assassinées dans les rues de Marseille, la liste des points de deal où les écoles doivent déménager à Saint-Ouen, la liste des overdoses et des pays comme les États-Unis d'Amérique où le fentanyl est la première cause de mortalité du pays, première cause de mortalité, la drogue aux États-Unis d'Amérique, et rester les bras ballants sur son canapé. Il y a une solution qui a marché, c'est la solution italienne lorsqu'il y avait la mafia en Italie. L'Italie a inventé la mafia, elle a inventé aussi l'anti-mafia. C'est un régime carcéral qui empêche les détenus de communiquer à l'extérieur, de commander leurs points de deal, de blanchir de l'argent, de commander des assassinats, de mettre la pression sur des agents pénitentiaires, sur des journalistes qui ont été assassinés aux Pays-Bas ou des avocats en Belgique. D'un mot, Gérald Darmanin, elle est actée, la liste de ceux qui vont aller déjà dès le 31 juillet, c'est dans pas si longtemps que ça. En ce moment même, l'administration pénitentiaire, mais surtout les magistrats en charge de ces affaires, et la police et la gendarmerie sous l'autorité de Bruno Retailleau me remontent des noms. Et nous allons établir... C'est vous qui choisirez à la fin ? Ce sont les services. Ce sont les services de renseignement criminels. Donc les policiers et les gendarmes qui font l'enquête, les magistrats, notamment les juges d'instruction qui sont en charge des affaires de narcotrafic, ou l'administration pénitentiaire qui connaît mieux que personne les détenus qu'elle a sous la main. Vous évoquez les Pays-Bas. Effectivement, aux Pays-Bas, il y a la princesse héritière qui avait dû déménager parce qu'elle était menacée d'enlèvement, tout comme le Premier ministre néerlandais. Demain, ce sera ça, la France, le risque d'un narco-État ? Bien sûr, si on ne fait rien, ce sera ça. Mais il n'y a pas que la princesse et le Premier ministre. Il y a des avocats et des journalistes qui ont été assassinés en pleine rue parce qu'ils faisaient des enquêtes sur la Mocro-Mafia, par exemple. Il y a des agents pénitentiaires, des policiers, des douaniers qui sont torturés devant leur famille, assassinés aux Pays-Bas et en Belgique. Ce sont des États qui ont basculé de l'autre côté. Ce n'est plus l'État qui commande entièrement. Les agents de l'État, les journalistes, tout ce qui fait la démocratie d'un pays a peur de l'énorme manne financière que sont les mafias autour de la drogue. En France aussi, des personnalités sont menacées par il y a aujourd'hui 150 personnes, quelle que soit leur qualité, des magistrats, des personnes qui prennent des responsabilités assez fortes dans la lutte contre la criminalité organisée qui sont protégés. Il y a des directeurs de prison qui sont protégés par la police. Il y a des agents qu'on doit changer avec leur famille de lieu parce qu'ils sont menacés par les narcobandits. Donc on n'en est pas très loin de la Belgique et des Pays-Bas. C'est pour ça qu'on réagit extrêmement fermement. Et les Français doivent voir que s'il y a des gens qui attaquent les prisons, c'est parce qu'on leur fait très mal. Ce que nous faisons est extrêmement dur, c'est vrai, et fait réagir évidemment des mafieux, des trafiquants qui se pensaient impunis. Et le régime carcéral qui existera à partir du 31 juillet prochain va nous protéger énormément. Gérald Darmanin, vous restez avec nous. On se retrouve juste après le fil info. On va parler notamment de la lutte contre le narcotrafic, mais côté consommateur cette fois. 8h46, Maureen Suignard. Je voulais me faire recenser comme victime, témoigne la fille de François Bayrou ce matin. Elle parle à son tour dans le livre Le silence de Bétaram qui est publié aujourd'hui sur les violences physiques et sexuelles commises dans l'Institut catholique des Pyrénées-Atlantiques. Elle dit avoir été rouée de coups. Ça me poignarde le cœur, a réagi hier le Premier ministre. Kiev de nouveau visé par une attaque de missiles, au moins 9 morts, une 60aine de blessés. Et Donald Trump qui s'en prend aussi une nouvelle fois à Volodymyr Zelensky. Le président américain accuse son homologue ukrainien de saboter un potentiel accord avec les Russes. Volodymyr Zelensky refuse de reconnaître l'annexion de la Crimée par les Russes. La vente en ligne s'est largement installée dans le quotidien des Français. 43% d'entre eux disent acheter plus d'une fois par mois en ligne. Enseignement d'un sondage IFOP pour Amazon. Sur France Info, le patron d'Amazon France, le géant du commerce en ligne, affirme que l'entreprise a créé 25 000 emplois en 25 ans en France et qu'elle vise la neutralité carbone en 2040. La basilique Saint-Pierre au Vatican est restée ouverte une grande partie de la nuit pour accueillir le flot de fidèles qui viennent se recueillir devant la dépouille du pape François. Plus de 20 000 personnes rien qu'hier. France Info. Le 8h30 France Info, Adrien Beck, Agathe Lambray.
Et toujours avec Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. On le disait juste avant le fil info, effectivement, la lutte passe aussi sans doute par les consommateurs. Et le procureur de Bayonne, Gérald Darmanin, a annoncé la saisie systématique des smartphones des usagers dans une démarche, dit-il, de répression assumée de la consommation de stupéfiants pour ceux donc qui auraient commandé plutôt de la drogue grâce à leur smartphone. Est-ce que c'est une initiative qu'il faut généraliser ? Oui, bien sûr. Moi, je remercie le procureur de Bayonne qui a réagi aux instructions que j'ai données au début de l'année, quand je suis arrivé place Vendôme, notamment sur les saisies-confiscations. Aujourd'hui, la loi nous permet de saisir un téléphone portable, une voiture, une moto, un quad, la confisquer, c'est-à-dire la vendre, avant même que la personne soit condamnée. Et l'expérimentation que met en place le procureur de Bayonne, nous allons la généraliser. Je vais donner une instruction, une circulaire cet après-midi à tous les procureurs de la République de France pour que consommateurs et vendeurs de drogue, lorsqu'ils seront attrapés, non seulement paieront l'amende forfaitaire que nous avons mis en place, mais par ailleurs se verront saisir leur téléphone portable, parce qu'il est évident... Donc ce sera une double peine, entre guillemets, enfin à la fois l'amende et le... C'est manifestement par leur téléphone portable qu'ils envoient un SMS qui passe par signal Telegram ou WhatsApp, ou qu'ils appellent leur dealer, ou que leur dealer appelle le consommateur. Pardon, Gérald Darmanin, un téléphone portable, ça se rachète assez vite, non ? Oui, c'est déjà ça. Si je saisis votre moto, votre quad, votre téléphone portable, vous savez, ma maman, elle lit La Voix du Nord. Ce qui l'intéresse, c'est pas que tout le monde aille en prison. C'est très bien que tout le monde ne doit pas aller en prison. Mais ce qui l'intéresse, c'est que ceux qui consomment de la drogue, ceux qui vendent de la drogue, ceux qui embêtent près de chez elle ses amis quand elles veulent rentrer chez elles, ce sont les gens qui trafiquent et qui consomment la drogue. Et donc, ce qu'elle voudrait voir, ma maman, me semble-t-il, comme tous les Français, c'est qu'il y ait une réaction de la police, de la gendarmerie. Ce sera dissuasif, ça, pour vis-à-vis des consommateurs. La saisie, de manière générale, la saisie d'argent, la saisie de voiture, la saisie de téléphone, la saisie de vos objets est parfois plus dissuasive qu'une poursuite judiciaire. On pourrait avoir le débat, Gérald Darmanin, de dire effectivement les peines envers les consommateurs, elles augmentent d'année en année, mais la consommation, elle diminue pas forcément. Eh ben c'est faux. La consommation de cannabis aujourd'hui, elle est stabilisée depuis 3 ans en France, ce qui augmente. Elle est haute. Elle est haute, mais elle était hier la première consommation d'Europe. Quand je dis hier, c'était en 2013 par exemple. Aujourd'hui, elle est la 11e consommation d'Europe pour les collégiens et les lycéens. Donc, vous savez, c'est 10% de gens qui consomment de la drogue une fois par an au moins en France. C'est pas énormément de gens. Pour 90% de gens qui le subissent. Donc il y en a marre que 90% de gens qui subissent des choses doivent entendre, comprendre les difficultés des 10% de gens qui créent manifestement un marché, dont ce marché, vous avez bien compris que c'est une manne financière qui permet de faire des assassinats, de blanchir de l'argent et de menacer les personnes qu'on a évoquées tout à l'heure. Juste pour terminer, c'est un point très important, le cannabis, par le travail énorme que nous faisons depuis très longtemps dans la lutte contre... cette drogue a tendance effectivement à stagner en France, mais ce qui explose, c'est la cocaïne et les drogues de synthèse. Il faut bien comprendre que notre ennemi d'aujourd'hui et de demain, ce sont les drogues de synthèse. Je parlais du fentanyl aux États-Unis d'Amérique, mais ces drogues de synthèse, c'est à la base un médicament en l'occurrence. Oui, alors c'est des médicaments avec des précurseurs chimiques dont on dit qu'une partie viennent de Chine, mais qui aujourd'hui empruntent les mêmes routes que la cocaïne des années 70, 80, 90 par le Mexique et qui ensuite vont pourrir la vie des États-Unis d'Amérique. Première cause de mortalité, des overdoses de bébés jusqu'à des personnes très âgées. Ça touche absolument tout le monde aux États-Unis d'Amérique. Nous devons nous prémunir contre les drogues de synthèse. La France connaît une augmentation de 600% d'augmentation de consommation de drogues de synthèse. Et c'est vraiment notre ennemi. Et cette drogue de synthèse, elle n'existe que parce qu'il y a une manne financière qui vient de la cocaïne et du cannabis, où les narcotrafiquants font de la recherche et développement dans des laboratoires. Il faut bien comprendre que quand on fume un joint, quand on prend un rail de coke, on finance cette recherche. Vous dites, Gérald Darmanin, qu'on a du sang sur les mains quand on fume un joint, c'est ce qu'avait dit Bruno Retailleau. Oui, on participe à une activité qui est extrêmement malsaine, qui finance des actes de terreur. Les gamins de 14-15 ans qui aujourd'hui sont dans les caves de Marseille, peut-être en train d'être torturés aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas rendu les 50 € en tant que guetteur qu'ils devaient rendre à leurs trafiquants. Oui, c'est quelqu'un qui consomme du cannabis, qui consomme de la cocaïne, est responsable de cette situation. Gérald Darmanin, chaque jour, l'Algérie nous renvoie des individus des OQTF qu'elle devrait accueillir sur son territoire si elle respectait ses obligations, a affirmé Bruno Retailleau hier. Vous aviez dit vouloir rendre impossible la vie des OQTF. En France, de toute évidence, elle est toujours possible, non ? Là encore, le ministre de l'Intérieur fait son travail. C'est pas facile d'être ministre de l'Intérieur. Lorsque j'étais en responsabilité, on expulsait à peu près 40%
des EQTF algériens. Votre bilan était meilleur que celui de Bruno Retailleau? C'était pas 100%, non, mais c'est passé par un rapport de force très compliqué en 2021-22, chacun s'en rappelle sans doute, où j'avais fait baisser de 50% les visas donnés aux 3 pays du Maghreb et notamment à l'Algérie. Et après ce rapport de force qui était très difficile, nous avons obtenu l'expulsion de 40% de ces personnes dangereuses. Et donc ce qui marche, c'est le rapport de force? Oui, ce qui marche, c'est le rapport de force, mais je veux le dire, je l'ai déjà dit, dans la durée. Je pense que nous nous apercevons tous, quand on est en responsabilité, que c'est difficile de gérer les affaires de l'État. Qu'il n'y a pas de yaka faucon. Que c'est pas parce que le précédent a été nul et que le successeur sera un idiot. C'est difficile. C'est difficile parce que c'est des relations avec des États qui ont d'autres intérêts, parce qu'on a aussi des relations contre le terrorisme, parce que l'Algérie, c'est aussi un pays qui nous aide contre l'islamisme radical, parce qu'il y a des intérêts économiques aussi. Mais là, vous dites qu'il faudrait aller plus loin, il faudrait rompre les accords avec l'Algérie. Je dis que le rapport de force que nous avons avec certains États, et notamment avec l'Algérie, qui est un immense pays, le plus grand d'Afrique, avec lequel nous devons avoir des relations apaisées un jour. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, je le regrette, mais nous devrons demain en avoir. Ce rapport de force, il est long. Il ne correspond pas à quelques semaines ou quelques mois. C'est parfois quelques années. Voilà, moi, j'ai mis 2 ans. 2 ans de rapport de force, de baisse de visa pour obtenir 40% d'expulsion. Peut-être que j'étais pas très bon. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'y m'y mettais tous les jours. Et à chaque fois qu'on expulsait des gens dangereux vers l'Algérie, vers la Tunisie, vers le Maroc, c'était une petite victoire personnelle. Parce que pendant ce temps-là, ces personnes dangereuses, ils restent sur le territoire national. Alors, Laurent Wauquiez propose de les envoyer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Est-ce que c'est ça la solution ? À tout moment, ils peuvent commettre des assassinats, des viols ou des attentats. Donc, j'imagine bien la pression qu'il y a sur le ministre de l'Intérieur, et je le soutiens dans ce rapport de force. Laurent Wauquiez propose d'envoyer les OQTF sur le territoire national, mais à Saint-Pierre-et-Miquelon. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Non, mais j'ai constaté que Bruno Retailleau lui-même considérait que c'était pas une bonne mesure. Voilà, et donc je vais laisser ce dialogue entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Gérald Darmanin, gouvernement dont vous faites partie, donc cherche 40 milliards désespérément pour l'année prochaine. Et parmi les pistes qui a un petit peu été évoquée, qui était dans l'air ces derniers jours, celle de supprimer l'abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités. C'est quand même une mesure à 5 milliards d'euros, c'est pas mal, ce serait une bonne chose ? C'est sûr que lorsque l'on veut faire des économies, il n'y a pas d'économie à la hauteur des 40 milliards qui ne passe pas si on ne retouche pas le champ social. Le champ social, c'est quoi ? C'est les retraites, l'assurance chômage, l'assurance maladie. Et les retraites, c'est 400 milliards, par exemple. Ouais, les retraites, en effet, c'est grosso modo un gros tiers de notre dépense publique. Et l'ensemble de la dépense sociale, chômage, assurance maladie, retraite, c'est plus de 50% de notre dépense. Donc tous ceux qui vous disent que c'est en diminuant le nombre de fonctionnaires, il faut sans doute le faire. En diminuant le fonctionnement de l'État, l'État régalien, l'éducation nationale, l'intérieur, la justice, qu'on va faire des économies, ils vous trompent. C'est le champ social. Donc il n'est pas totalement faux de dire que c'est dans le champ social qu'on doit faire des économies. Je prendrai les choses un petit peu différemment. Je ne suis pas en charge des comptes publics ou de l'économie. Je pense que c'est pas en faisant des rabots systématiques sur y compris nos retraités qu'on y arrive forcément, parce que bon, vous gagnez quelques milliards, mais vous avez dit 5, c'est pas rien quand même. Oui, mais c'est pas 40, vous l'aurez constaté. Et vous dites à des gens à qui on a fait l'allongement de l'âge de la retraite, on a fait 64 ans de retraite, parce que justement on va garantir votre retraite. Bon, mais leurs pensions ont été réindexées sur l'inflation. Vous parlez de rabots systématiques. Les retraités, ils ont plutôt été épargnés ces dernières années. Vous savez, les retraités en France, c'est 1200, 1300 euros de retraite en moyenne. Donc ça porte qui vous parlez. Mais alors ceux-là ne sont pas concernés, par exemple, parce qu'ils ne payent pas forcément d'impôt sur le revenu en l'espèce. On est bien d'accord. Si, les gens qui sont à 1300, 1400 euros de retraite. Ou alors des sommes très faibles. Ils payent l'impôt sur le revenu. Bon, les retraités, ils sont comme tout le monde, ils ont travaillé, ils méritent d'avoir leur retraite. Donc il y a un sujet de retraite. À mon avis, il n'y a pas forcément un sujet de retraité. Donc d'abord, regardons la retraite. Donc c'est aux actifs de partir plus tard à la retraite ? Non, ce que je dis, c'est qu'il est temps de changer de modèle. Et moi, je suis pour un système avec une grande partie de capitalisation. Une grande partie ? Oui, je pense qu'il y a 2 piliers à avoir. Un pilier de répartition. Donc les cotisations d'aujourd'hui payent les retraites d'aujourd'hui. Puis une retraite par capitalisation. C'est-à-dire qu'une partie des personnes qui travaillent payent aussi leur propre retraite. Évidemment, ça doit se faire de manière modérée. On doit pouvoir organiser un système sur plusieurs années. On doit pouvoir dire au patronat, participer à ce financement de la capitalisation. On doit pouvoir vendre des actions. Par exemple, la France, elle a 80 milliards. Allez, on va compter 20-25 milliards seulement si on compte que les entreprises dans lesquelles on a des participations financières. Bercy a 25 milliards d'euros d'actions. On pourrait les vendre. On n'a rien à faire chez Orange. Pour les mettre sur un fonds qui permettrait de financer la capitalisation. Mais quand même, je reviens, vous dites, voilà, on a eu le système par points, vous évoquez le système par capitalisation. Pourquoi pas ? C'est de toute façon pas des réformes à échéance cette année, ça paraît assez certain. Pourquoi c'est si tabou de toucher aux retraités ? C'est de l'électoralisme ?
Non, on rappelle qu'ils votent beaucoup les retraités. Oui, mais ça, ils vous écoutent aussi 60%. Beaucoup. Voilà, il ne faut pas que voter pour nous, ils vous écoutent aussi beaucoup. C'est des Français comme tout le monde. Non, ce que je veux dire, c'est que les mesures qui grossissent à faire que des mesures de rabot budgétaire, on les fait parfois parce qu'on est pris à la gorge. Ce ne sont pas des mesures... Là, on n'est pas pris à la gorge ? Si, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des mesures de rabot budgétaire, on les fait quand on est pris à la gorge. Ce qu'il faut, c'est changer notre modèle. Pourquoi il faut changer notre modèle ? Parce que quand on a inventé le système par répartition, il y avait plus d'actifs que de gens qui étaient en retraite. Donc ça marche. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'actifs que de gens qui sont en retraite, qui vivent plus longtemps dans des conditions, d'ailleurs, où l'accompagnement social et sanitaire coûte plus cher. Il faut changer notre modèle. Notre modèle... Et pourquoi pas le faire dès cette année ? Moi, je ne comprends pas pourquoi vous dites on ne le fera pas cette année. Nous pouvons mettre un système de capitalisation en place. Les fonctionnaires longs, ça s'appelle l'après-fonds. Les deux cœurs du port de Calais... Donc là, vous dites à François Bayrou, on peut faire une nouvelle réforme des retraites avec la capitalisation dès cette année. Le conclave, je pense que quand le MEDEF et la CFDT discutent, on pourrait tout à fait imaginer qu'il y a une part de capitalisation et que cette part de capitalisation, l'un des deals que nous pouvons avoir, c'est que le patronat en finance une partie et que d'autres parties, c'est bien les partenaires sociaux qui géreront ce fonds de retraite. Il s'agit pas donc les entreprises qui vont payer quand même. Oui, mais c'est normal que les entreprises contribuent à la retraite. En plus des cotisations. Mais non, parce que ces cotisations, vous l'avez compris, qu'elles diminueront. Si vous faites une retraite par capitalisation, il y a moins de cotisations. Mais regardez, ce qui est important pour nous, c'est donner un système pérenne pour les Français. Aujourd'hui, soit vous mettez dans la capitalisation des fonds de pension à l'américaine, c'est pas mon choix, soit vous faites un fonds d'investissement national qui peut être géré par la CFDT, le MEDEF, les partenaires sociaux. Ça doit être de ça dont on doit parler. Et pas, me semble-t-il, trouver 3 milliards ici, 3 milliards là, parce que chaque année, vous poserez la même question à tous les gouvernements qui passeront. Effectivement, c'est le cas. Merci à vous, Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Agathe Lambray. Les informés arrivent dans quelques minutes sur France Info.